cuisine france-africaine. Moi, j'ai rencontré l'auteur il y a 3 jours. On devait se parler pendant peut-être 15 minutes, juste le temps de mettre en ordre le déroulement de cette cérémonie de dédicace. Nous sommes restés bien plus de temps parce que j'étais curieux de connaître ce garçon que j'avais rencontré dans les livres. Une première fois, Sénégal, la vitrine craquelée, qui démontre un peu le mécanisme tout de même d'une démocratie plus proclamée que vécue, en peu de pages, avec suffisamment de conviction pour qu'il n'y ait pas à démontrer. Certains passages très affirmatifs rencontraient en tout cas mon adhésion parce que c'est ce que j'avais vécu. Et puis il y a eu ce livre, le Sénégal entre 2 naufrages, l'alternance et le Diola. J'avoue en toute sincérité que je lui ai envié. Je l'ai envié d'avoir trouvé ce titre-là avant moi. J'aurais aimé vraiment un titre comme ça. Véritablement, regardez tous les livres qui paraissent, vous en rencontrerez rarement qui soient aussi explicites et à la limite aussi beaux. Le Sénégal entre 2 naufrages, l'alternance et le Diola. À la limite, il n'est même plus besoin de lire. On est informé dès le titre. Et au fond, ce que nous rappelait toujours notre prof de latin, du temps lointain où j'étais au lycée Vanvo, le titre doit être un résumé du texte. C'est ça qui vous permet, quand vous faites des thèmes en latin, de ne pas trop vous égarer. Le titre vous dit à peu près de quoi il est question. Et là, il n'est pas que de la question traitée dans le livre, mais également, je crois, d'une certaine manière de voir, véritablement, un certain angle de vue, comme nous disons dans la presse, un angle de traitement de l'information. Donc, je l'ai rencontré d'abord dans le livre et j'ai même, je dois l'avouer, pris la liberté de prendre des citations du livre dans des articles que j'écrivais. Et je pense que cela était totalement conforme à ma façon de voir. Et j'étais donc curieux de connaître ce garçon qui anticipait sur moi avec une telle continuité que je me suis dit, il faut que je le voie. Et puis, voilà, par le docteur Diallo Diop du RND, j'ai pu avoir, comme on dit au cinéma, une rencontre du 3e type. On y pense, on en entend parler, et puis la rencontre du 3e type, c'est quand physiquement, vous êtes l'un en face de l'autre. Et je m'en félicite, et je voudrais également le remercier de l'honneur qu'il me fait de parler de son livre signé d'un auteur jeune, et pour qui, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration. La cuisine france-africaine, c'est une manière assez osée d'aborder la question des relations, notamment de la France avec ses anciennes colonies. La France qui ne veut pas, et pourquoi le ferait-elle, rompre avec des colonies qui sont un coussin assez douillet, surtout quand vous tombez des épreuves de force de l'Union européenne où on fait cadeau à personne. Là, vous avez un matelas CFA, ancienne colonie, où vous pouvez vous reposer un peu. Et il ne faut pas compter, c'est un peu ce que le livre dit, sur ceux qui bénéficient de ces relations-là pour un jour, de façon magnanime, nous dire, comme Césaire le dit dans le discours sur le colonialisme, tu es sauvé, comme dans la Bible, Salvus sis, sois sauvé. On ne le dira pas. Et l'auteur passe en revue les différents ingrédients qui sont autant de liens, non pas pour mettre en relation 2 entités qui pourraient trouver un profit mutuel dans leur rencontre, mais en fait, c'est le compagnonnage de
je n'ose pas nous donner des noms un peu trop désobligeants, mais en fait, c'est le compagnonnage entre celui qui exploite et celui qui est exploité. Et celui qui est exploité finit par croire qu'il est dans une relation égale avec son exploiteur. Et pour cela, et c'est l'un des ingrédients, il y a une phraséologie qui est produite que nous reproduisons avec enthousiasme. Moi, je suis toujours un peu excédé par le fait que même nos sociétés, ce sont des sociétés françaises dans le nom. Nous prenons les noms des sociétés françaises et là où il y a un F, on met un S et on avance. En plus de la paresse intellectuelle que cela signale, il y a un manque d'ambition. Le diable, comme disent les Anglais, est dans le détail. Et c'est par ces petites choses-là qu'on se rend compte que nous-mêmes nous revendiquons d'être encore colonisés. Et ça, c'est dans le livre. Je ne vais pas trop m'avancer dans le livre, parce que quand j'ai lu le livre, j'ai dit l'exploit que je me fixe, c'est d'en parler sans le raconter. Enfin, j'espère que j'y parviendrai, parce que dans cette cuisine, dont il dit qu'elle n'est pas ragoûtante, hein, ce n'est pas de la cuisine qui sent bon, on trouve beaucoup de ces ingrédients-là. C'est quoi les ingrédients? Ce sont les intellectuels. C'est le premier chapitre. Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur niveau d'autonomie au plan de la pensée, au plan de la décision politique, au plan du rapport avec les populations? Et ils voient que très souvent, les intellectuels, il y a un chapitre consacré au diplôme qui vous donne droit à un certain déguisement, à certains voyages, à certaines représentations normalement de votre pays, mais tout cela est piégé parce que le canevas dans lequel ces gens interviennent, les modèles de pensée à partir desquels ils s'expriment, tout cela est piégé. Exemple donné par l'auteur, un jour on parle d'afro-pessimisme et beaucoup de gens pensent que l'urgence, c'est d'employer ce mot pour le combattre ou pour le soutenir, mais nous sommes piégés dès l'instant où le choix des mots nous échappe. Le philosophe Nietzsche le dit dans Par-delà le bien et le mal, c'est une prérogative des maîtres de donner des noms aux choses. Il désigne quelque chose et dit, ça s'appelle afro-pessimisme, et nous tous nous disons en chœur, Amen, afro-pessimisme. C'est un peu cela. Mais quand ils parlent de leur propre réalité, pourquoi on ne parle pas d'europessimisme? Là, il reste mesuré. C'est euroscepticisme. Ça fait plus classe que afro-pessimisme qui est le désespoir définitif, le renoncement, non pas philosophique, mais le renoncement de l'être abattu devant l'impossibilité d'une tâche à accomplir. Et moi, quand je lisais tout ça de la plume de ce jeune intellectuel, je puis dire que je me suis dit peut-être qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique, il ne faut pas désespérer du Sénégal. C'est un peu le poème de David Diop, l'Afrique, c'est en Afrique, dont les je ne sais quoi poussent obstinément, etc. Il y a, et il le dit d'ailleurs dans le texte quelque part, qu'il y a une jeunesse qui obstinément pousse vers une sorte de réappropriation de notre continent par notre jeunesse, avec des maladresses, avec des fautes, avec parfois même que des choses qui peuvent s'assimiler à des délits, à des crimes. Mais ils poussent quand même, quelque part. Il y a les intellectuels, les diplômes, la Constitution et ses gardiens. Je disais à un constitutionnaliste qu'il fallait expliquer aux populations ce que c'est que la Constitution. Parce qu'un animateur de radio, à force de désigner le président comme le gardien de la Constitution, avait presque fini par mettre dans la tête des gens
que la Constitution est d'une valeur telle, ce qui est vrai, que même le premier d'entre nous, le président de la République, devant la Constitution, est réduit au statut de simple gardien. Gardien n'est pas un mot valorisé dans notre langue, dans l'une de nos langues, le Wolof. Gardien de la Constitution. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le trésor, c'est de l'or? Est-ce que c'est un animal sacré? Est-ce que c'est le totem national? On ne sait pas trop. Et je lui disais qu'il faut qu'il fasse beaucoup d'émissions en direction des populations pour leur dire que la Constitution, c'est ceci et non pas cela. Mais les constitutions dans nos républiques, c'est quoi? Le président Abdoulaye Wade disait avec un admirable cynisme, les constitutionnalistes sont des tailleurs sur mesure pour le président de la République. Si vous êtes un président aux épaules larges, on vous refait le costume. Si vous êtes grand, on vous l'allonge. Si vous êtes gros, on vous l'enveloppe, etc. Et ces constitutions qui devraient être un peu comme Tcherno dans le livre extraordinaire du président Cheikh Hamidou Kane, qui est le repère, qui a peur de bouger parce que sans lui, plus personne ne peut s'orienter. Il faut qu'il reste, il faut qu'il demeure immuable, immobile peut-être. Mais ça, la Constitution, dans un pays dont un de nos poètes, Amadou Lamine Sall, dit que c'est un pays qui est infidèle à ses rêves, premièrement, et deuxièmement, où les amitiés, dit le poète, sont des amitiés à boussole. Il faut avoir vraiment le nord magnétique de ses intérêts pour savoir avec qui faire amiable. Des choses comme ça. Je ne vais pas les fraudes électorales, l'État. L'autre jour, ma soeur m'appelle pour me dire, tu as entendu un tel ministre là? Je dis non. Il dit, moi je suis un homme d'État. Et ce personnage-là, quand il dit, moi je suis un homme d'État, on se demande maintenant, comme on dit en Wolof, drapeau État d'Anunadal, pour que de tels personnages puissent s'en proclamer. Les opposants, la transhumance, la communication, qui n'est plus une technique pour faire savoir, mais une technique pour faire croire, pour commander des attitudes, moins pour échanger, alors que la communication, elle est interactive. C'est l'information qui est unilatérale. Mais la communication elle-même passe simplement comme un outil de gouvernement, mais surtout de tromperie à l'endroit des populations. Les premières dames, c'est un chapitre. Les remaniements, Momar pourrait en témoigner. Ce qui excite les journalistes, c'est toujours le remaniement. Pourtant, Fadel Dia, dans son Wademekom, a passé, et c'était avant la fin du régime de Wade, tous les remaniements, tous les ministres, il en a dénombré, je crois, autour de 140, autant que ça. Donc le remaniement ne devrait plus nous exciter, nous journalistes, mais au contraire, le chapitre sur lequel tout le monde plonge, c'est le chapitre des remaniements. La cohésion nationale, qui est beaucoup plus un élément de langage, c'est-à-dire tous les ministres sont tenus de répéter dans leur adresse aux populations la cohésion nationale, la cohésion nationale. Qu'est-ce que c'est que la cohésion nationale? Ça importe peu, la communication c'est la forme et jamais le contenu, donc dites aux gens pour commander des attitudes. Goebbels, le chargé de la propagande de Hitler, de triste mémoire, disait « Nous ne parlons pas pour dire quelque chose, nous parlons pour produire un certain effet sur le comportement des gens. » L'important, ce n'est pas le contenu, l'important, c'est l'effet de la parole sur la conscience des populations. Donc là également, la diplomatie, le mépris, illustré par Sarkozy à Dakar, un discours d'ignorant prétentieux. La France-Afrique, l'armée,
le génocide, la société civile. La société civile composée de gens qui résistent, mais composée également de gens qui sont diluables dans le pouvoir. Il en parle. La guerre, et puis tous ces avocats de la France-Afrique, au moindre conflit, quand l'affaire est portée devant la justice, apparaissent des robes noires venues d'Europe, souvent des Européens. C'est un marché qu'ils ne laissent même plus à nos avocats. Pour défendre Karim Wade, il faut chercher, et beaucoup de nos leaders politiques, quand ils ont des problèmes, ils ne vont pas chercher au barreau national ou au barreau sous-régional, on va chercher Vergès, fatigué, feu Vergès que tu cites, Almami, fatigué, qui ne connaît absolument rien et qui vient beaucoup plus pour faire des effets de manche, pour croire que sa réputation l'a précédé au point qu'il peut impressionner une cour, ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est un peu le cas de Séguéla, que tu cites également. Pour les élections de 2000, Séguéla avait, c'est un communicant, fait des effets d'annonce. Avant d'arriver au Sénégal, il a dit « Je vais étonner les Sénégalais ». Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Voilà quelqu'un qui ne connaît ni le Sénégal, ni les Sénégalais. » Parce que pour étonner ce peuple-là, il faut se lever de bonne heure. Déjà, il avait essayé en 1993, il a recyclé sa fameuse « La force tranquille ». Et pour Diouf, pour Mitterrand, et pour Diouf, il avait recyclé cela, il a regardé dans son dictionnaire des synonymes, et la force tranquille est devenue l'énergie sereine. C'est un manque de respect incroyable. Et pour 2000, il fait une photo avec Diouf, les bras chargés de légumes, et la légende dit, nous allons partager les fruits de la croissance. Fruits et légumes, ce n'est pas exactement la même chose. Entre les khoulouniers là que l'on retrouve dans nos marmites et les légumes et les fruits qu'on va cueillir, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est un peu de ces glissements, de ces, comment on dit ça, négligences, que découlent au fond les contours d'une attitude politique qui n'est pas une attitude de respect, qui n'est pas une attitude qui dénote une volonté de coopération, une volonté de traitement égal entre, je ne veux pas dire eux et nous, Senghor est passé par ici et on ne peut pas en dire autant. Donc voilà, moi c'est un livre c'est un livre de mise en ordre, d'abord au plan sémantique, que l'on sache ce que veut dire tel ou tel mot dans le contexte de la France-Afrique. Parce que tout le monde démocratie, les pires dictateurs se prétendent démocrates, pourvu seulement que tous les 5 ou 7 ans, comme il est dit dans le livre, on organise des élections truquées, tout le monde le sait, des élections aux résultats multiples, ceux du commanditaire, ceux du etc. Et tout cela, et c'est là où je vais finir, a pour finalité d'accéder à ce lieu ou ce stade privilégié, un peu paradisiaque, que l'auteur appelle la privilégiature. Les législatures, les mandatures, tout cela, les primatures, au fond, la finalité, c'est d'arriver à un stade privilégié de rupture avec les populations qui, elles, restent pauvres, d'accointance avec un système politique qui refuse d'évoluer, c'est-à-dire un système français qui n'accepte pas de laisser en paix des gens dont elle a connoté souvent négativement l'histoire et l'évolution. Moi, je suis toujours frappé par les voyages de De Gaulle en 1958 en Afrique. En vérité, il était venu avec ses chaînes pour nous dire « remettez-les ».
alors qu'il venait d'échapper aux griffes des nazis. Il nous dit, on reste ensemble. Mais c'est le compagnonnage, encore une fois, du cavalier et du cheval. Et la France-Afrique, c'est cela. Et je voudrais, avant de terminer, rendre hommage à Almami Mamadou Wane de nous ramener régulièrement, avec insistance, sur ces chaînes invisibles. Rousseau le disait, la soumission abaisse l'homme, les chaînes abaissent l'homme à s'en faire désirer. Nous finissons par aimer nos chaînes. Et le combat contre la France-Afrique, c'est un rappel permanent de l'état réel de nos relations, de l'exploitation à laquelle nous nous soumettons, mais aussi nous soumettons nos peuples, et c'est finalement le devenir de tout un continent qui est remis en cause par une idéologie diffuse. C'est ça la France-Afrique. Merci de votre attention. Changement de casquette maintenant. Je donne la parole à M. Almami Mamadou Wane. Bonjour. Alors, je vais commencer par une anecdote, parce que il y a de cela un peu plus de 40 ans, j'étais le percussionniste de la troupe théâtrale de mon école, qui était là, à Sacré-Cœur. Et j'avais répété pendant plus d'1 mois avec mes camarades, donc je devais donner le tempo et les acteurs devaient faire le travail. Et le jour de la représentation, nous étions tous habillés en blanc, présents et tout. Les parents étaient là au premier rang. Et ce jour-là, eh bien, j'ai décidé de ne pas jouer, parce que j'avais vu mes parents au premier rang. et donc je voudrais, et j'ai dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui ça ne se passera pas du tout comme ça, alors, parce que beaucoup doivent couler sous les ponts, et je voulais leur dire que je voulais les remercier pour leur soutien et pour tout ça. Alors, mesdames et messieurs, mes chers invités, chers parents, monsieur le ministre Cheikh Hamidou Kane, mon oncle, monsieur Ababacar Fall Barros, qui est là, un homme de gauche très engagé, et monsieur Diallo Diop, grand frère merveilleux, qui m'a fait rencontrer Mamlès, avec beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de finesse et de générosité. Alors, je vous remercie d'être là, et chers invités, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous pour échanger sur les mets, naturellement indigestes, des cordons bleus de l'oppression néocoloniale. Alors, la mode aujourd'hui voudrait nous faire oublier ce que j'appellerais une ingénierie de la déstabilisation incarnée par la France. On nous dit qu'elle serait morte, moribonde, ou puis encore qu'elle aurait disparu. Et comme l'a dit une journaliste française du Nouvel Observateur, la place est à l'Afrique France. Ils ont inversé. C'est-à-dire que la France-Afrique n'existerait pas et qu'elle serait morte, et qu'aujourd'hui c'est la place à l'Afrique France. Bon, le raccourci naturellement est un peu trop grossier, et tant la situation internationale nous impose un autre regard, un autre propos. Aujourd'hui, l'Afrique, comme tout le monde le sait, est le lieu de contournement du droit international, où tous les coups sont permis. Ce que j'ai voulu dire dans ce livre, La cuisine france-africaine, c'est que certains intellectuels constituent le bras armé de cette stratégie d'emmaillotage des peuples africains, et que ce sont eux qui, par leurs impostures successives, pavent le chemin qui permet de labourer les consciences. Parce que c'est ça, le but, c'est de labourer les consciences, c'est-à-dire
d'atteindre l'individu dans son esprit et pouvoir faire passer la pommade du développement et tout le reste. Nous y reviendrons. C'est vrai que les intellectuels ont la trahison facile. Bon, mais tout de même. On l'a vu, ce sont eux qui saccagent le droit lorsqu'ils s'acoquinent avec les hommes politiques. C'est eux qui théorisent l'oppression, la servilité des humbles. Enfin, c'est eux qui grèvent l'avenir. Ils sont souvent des mercenaires. D'ailleurs, Achille Bembe, qui est très bien, le disait récemment, je les appelle aussi, permettez-moi l'expression, les idiots assimilés. Parce qu'ils louvoient, ils font dans le sophisme, et je dirais que ce sont des trapézistes. Pour ceux qui connaissent un peu le cirque, ce sont les trapézistes cyniques du cirque politique en Afrique. En sachant qu'un trapéziste a toujours un filet qui lui permet d'amortir les chutes. Et nous sommes bien évidemment dans cette période de la marche du monde complètement désarçonnés, en tout cas de ce côté-ci du monde, désemparés, mais nous sommes dans l'histoire. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que disait un ancien président de la République française, en perte de vitesse. Nous sommes dans l'histoire. Ces mêmes intellectuels sont le plus souvent des adeptes de Machiavel, dont j'ai découvert le nom récemment. Il s'appelle Niccolo Machiavelli. parce que je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. Et en politique, naturellement, il faut de la morale. Or dans Machiavel, bon, il n'y a pas trop... il y a une absence d'humanisme et de morale. Et récemment, nous avons vu des élections en France-Afrique, controversées en Afrique. D'abord au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso. Ensuite au Tchad, et nous nous apprêtons à avoir des élections aussi au Gabon. Et dans ces deux pays, le Congo-Brazzaville et le Tchad, eh bien, la France-Afrique trône depuis des lustres. Ce sont les mêmes, toujours. Ce sont des démocratures, autrement dit, ce sont des dictatures qui sont légitimées par des fraudes électorales. Et Jacques Chirac, l'ancien président français, qui l'avait si bien compris, avait déclaré un jour: il faut que les dictateurs, je cite, il faut que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en feront plus. Alors, donc on nous a parlé à un moment donné d'afro-pessimisme, comme vous le disiez, Mamles. On nous a parlé d'afro-pessimisme, on nous a parlé ensuite d'afro-optimisme, ensuite on nous a parlé de gouvernement d'union nationale, on nous a parlé, et je crois que c'est Balladur qui est venu nous parler de co-développement, on nous a parlé de changement dans la continuité, ou de la continuité dans le changement, je ne sais pas, c'est tellement... On ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'était très sérieux, et il le disait avec beaucoup de sérieux. Et maintenant, naturellement, on nous parle d'émergence. Bon, voilà, on sort. Du jour au lendemain, on sort, voilà. On sort. Comme par magie, nous voyons là que ce sont des slogans pour faire patienter les peuples. Et naturellement, c'est de la cuisine politique pure et c'est le propre des marchands de patience. Ceux-là qui prennent en otage leur peuple. Nous noterons l'incroyable imbrication des politiques français et africains. C'est-à-dire que ces liens qu'ils ont, ils partagent les mêmes objectifs. Certains, du côté de la France, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que quand même c'est un état de droit. Mais en Afrique, on peut tomber la veste. Le droit change de couleur. Dès qu'on arrive en Afrique, le droit n'a plus la valeur qu'il avait en hexagone. Et donc, on fait autre chose. Et
l'apogée justement de cette complicité entre les hommes politiques français, les élites françaises, je dirais, et les élites africaines, c'est lors du discours de la Baule où Mitterrand, avec Éric Orsena, l'écrivain Éric Orsena, qui est formidable, qui écrit très bien, il avait concocté un discours qui permettait de prendre date et naturellement de déposer sur la table que l'idéal démocratique allait naître en Afrique, moyennant une servilité, une sorte de, comment on appelle ça, il fallait être sage pour avoir des aides budgétaires au développement. Alors qu'il s'agissait, en réalité, de mener les populations africaines à l'abattoir. Nous l'avons vu, il y a eu la dévaluation du franc CFA, on connaît, on a vu, nous avons été laminés sur tous les plans. Bon, le tableau est un peu sombre, mais malheureusement c'est la réalité. Et la complicité des chefs d'État africains, elle est patente, elle est là, elle est permanente. Vous avez vu récemment un nouveau président qui vient d'être élu dire aller en France en visite officielle et dire qu'il venait chercher l'expertise qui n'existe pas chez lui. Et avec des mots, il s'agit de M. Patrick Talon, je crois, c'est son nom. Et donc, vous voyez, cette inféodation, comme ça, devant le maître, qui a besoin d'être conseillé, parce que le maître lui-même ne sait pas où il va en ce moment. Il y a des difficultés. Le monde est en train de bouger dans tous les sens. Bon, la corruption, les armes, tout ça, pour se maintenir au pouvoir, Idriss Déby en est un. Je me souviens de ce jeune capitaine tchadien de 21 ans, capitaine de la garde présidentielle de Déby, qui est venu à la barre au tribunal de Paris lors du procès de François-Xavier Verschaff contre Idriss Déby Sassou Nguesso et Omar Bongo. Ce visage juvénile incroyable qui disait, le juge lui demande, mais monsieur, j'ai oublié son nom, mais alors, on vous a donné l'ordre d'aller tuer des hommes et des femmes et des enfants. Vous l'avez fait? Il dit, je l'ai fait. Ce garçon, je l'ai retrouvé, il avait quelques années de plus, il avait peut-être 26 ans, lors de l'enterrement de Verschaff à Lyon, et il tournait en rond, et voilà, c'est ça. Je me souviens aussi de Ngarliji Yorongar, qui est un opposant tchadien, qu'on appelait le député des puits, parce que dans sa zone, dans son village, là, il y a beaucoup de puits de pétrole. Qui est un ami également, celui-là c'est un ami, Ngarliji Yorongar, venir témoigner à charge contre Déby au tribunal de Paris, devant un parterre de journalistes français, professionnels, Le Monde, tout le Toin-Toin, Libération, etc., et qui était aidé par des pompiers français, de jeunes pompiers français, parce qu'il a témoigné à même le sol sur un brancard, parce qu'il avait subi des tortures terribles. Et Ngarliji Yorongar avait gagné des élections. Il a déjà gagné l'élection présidentielle. Il a gagné l'élection présidentielle. Le soir même, il s'est retrouvé, il s'est fait torturer. Bon, tout ça, c'est dans Noir Silence, qui arrêtera la France-Afrique de Verschaff. Bon, je vais pas aller un peu trop loin dans ça. La situation, donc, n'a pas beaucoup changé. Les mêmes acteurs sont là. Parfois, nous avons la progéniture ou les clones qui leur ont succédé. Et ce qu'il nous faut ici, à l'heure actuelle en Afrique, c'est de vraies diplomaties pour prévenir. Par exemple, nous avons des difficultés en Gambie, nous aurons pu savoir
des choses avant. Nous aurions pu prévenir, au lieu de rester et de nous retrouver devant le fait accompli. Il faut privilégier aussi la valeur ajoutée, c'est-à-dire, nous ne pourrons pas... Bon, c'est vrai que Jean-Pierre Cot dit qu'il fallait tout faire pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Donc, je dis qu'il faut que nous privilégions la valeur ajoutée et qu'on tende à nous industrialiser, à essayer de fabriquer des choses. Il faut des projets nationaux, naturellement, qui valorisent l'expertise locale, qui existe, mais qui est méprisée, au profit d'une sorte de cosmopolitisme ambiant, là, de copains, au service de la rente. Nous laissons délibérément les institutions financières choisir nos politiques. Si nous voulons construire des hôpitaux, alors nous devons le dire. Si nous voulons aider notre agriculture, lui donner un contenu, nous ne devons pas avoir peur de le dire. Si nous voulons privilégier l'école, la formation, les universités, la santé et tout ça, nous devons pouvoir nous asseoir et dire que voilà où nous voulons aller. Et si nous voulons aussi donner une trajectoire à nos arts, à nos lettres, eh bien, alors nous devons aussi l'imposer au monde, pour nous-mêmes, pour le monde naturellement et contre personne. Ensuite, je pense que nous devons refuser cette infantilisation permanente, qui est une conséquence un peu du mépris du colonisateur, par le truchement de l'école. Et nous avons des ennemis de l'intérieur, bien sûr. Bon, intellectuel, c'est quoi? Mais vous savez, nous avons les intellectuels en Afrique, des intellectuels que j'appelle les intellectuels en montgolfière, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont émis la pensée, ils s'envolent comme s'ils étaient des envoyés de Dieu et tout ce qu'ils disent est incompréhensible. Et nous avons du mal à nous y retrouver. Les propos parfois sont tellement sophistiqués et aériens que l'on finit par nous dire que vu que c'est compliqué, donc c'est vrai. Ça, je le crois. Ça me fait rire, mais c'est vrai. Il existe cependant une nouveauté, selon moi. C'est lié à notre existence naturelle. C'est-à-dire que les générations changent. Nous réfléchissons par rapport au passé, nous pouvons nous en servir. Cheikh Anta Diop a écrit des choses extraordinaires dont nous pouvons nous inspirer. Mon oncle le ministre, Cheikh Hamidou Kane, dont les travaux sont là, nous pouvons nous inspirer. Nous pouvons nous inspirer de Mamadou Dia, qui a fait beaucoup pour ce pays. Malheureusement, il y a eu la France-Afrique de l'époque, Foccart. Aujourd'hui, la France-Afrique, elle peut ne pas être une affaire de Toubab entre nous. Ça peut être de bons nègres France-africains qui massacrent leurs frères. Donc, et la France-Afrique, c'est pas... Bon, une fois, dans le Sénégal, de naufrage, je m'interrogeais sur le fait quelle est la place de la France dans la France-Afrique. Ou quelle est la place de la France-Afrique dans la France. En réalité, en ce moment, en France, il y a un débat. Il y a des nuits debout, il y a un foisonnement, parce qu'on ne reconnaît plus les frontières politiques. Il y a la gauche, il y a la droite, et puis il y a l'autre gauche, c'est-à-dire la vraie gauche. Une gauche qui voudrait changer les choses, qui voudrait redistribuer. Et ceux-là ne sont pas les ennemis des Africains, ce sont nos frères.
Si nous devons changer les choses ici, nous devons le faire avec eux. Je crois. C'est ma conviction. Car maintenant, nous sommes imbriqués de façon définitive. Et partout, en Inde, que ce soit en Inde ou ailleurs, en Chine, bon, partout. Bon, est-ce que nous allons... Quelqu'un a parlé de Chine-Afrique, est-ce que nous allons laisser la Chine-Afrique? Bon, non, on ne va pas... On a vu les libertés. A-t-on déjà vu des libertés fondamentales s'obtenir de façon gratuite, de façon facile comme ça? On ne va pas vous trouver dans votre chambre, défoncer votre porte et dire nous apportons le bonheur. Qui se souvient de nos indépendances acquises sans combattre comprendra en réalité les ressorts de nos nouvelles dépendances. Nous devons décoloniser les âmes. Bon, ça c'est... Nous devons décoloniser les âmes, et ça, quand on le dit, on pense à tous ceux qui sont morts pour l'Afrique. Malheureusement, tous ceux qui vont mourir, parce qu'ils n'ont pas le minimum nécessaire pour vivre. Ils sont très nombreux, ils sont autour de nous, ici au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Je ne vais pas continuer dans ce tableau un peu triste, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous devons mettre un peu de poésie dans nos vies, selon moi. Et un homme politique véritable, d'aujourd'hui, africain, doit être au service de la vie. Or, la poésie, c'est la vie. Pour faire de la politique, il faut aimer les gens. La poésie, c'est de l'effusion, de la communion, la fraternité, de l'amour. Et c'est ce que les hommes politiques ont perdu de vue ici. C'est pourquoi le poétique rejoint le politique et vice-versa. J'aimerais terminer par une allusion à notre difficulté actuelle qui est liée à des questions de sécurité, c'est-à-dire le terrorisme. La faiblesse des États attire le terrorisme. Or, la cuisine france-africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Dans son approche mondialisée, qui est devenue un peu la mafia afrique, un peu comme ça, cette cuisine france-africaine affaiblit nos États. Donc un État faible, pauvre, permet ou fait le lit du terrorisme. Voilà. Je voudrais c'est par ça que je termine, et je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a un adage congolais qui dit que lorsque vous avez la parole, lorsqu'on vous donne la parole, il faut avoir pitié de ceux qui vous écoutent. Mais je n'ai pas pitié de vous, mais j'ai plutôt du respect et de la considération. Je vous remercie.